De nos jours, nous, les consommateurs, pouvons acquérir pratiquement tous les produits imaginables. Et bien qu'Internet regorge d'articles étranges à acheter, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à certains produits en apparence ordinaires qui ont connu des débuts incroyablement étranges et inconfortables. Des brosses à dents dangereuses à la raison particulière pour laquelle les Australiens avaient l'habitude de s'asseoir à l'intérieur des carcasses de baleines, tout sera révélé en temps voulu. Rejoignez-moi donc pour découvrir des produits dont vous serez reconnaissant qu'ils aient beaucoup évolué. Dormir comme un loir. S'il y a bien un élément qui doit être confortable, c'est votre oreiller. Après tout, nous passons en moyenne 33 ans de notre vie au lit. Donc un bon oreiller est probablement un investissement qui en vaut la peine. Cependant, comme nous le verrons plus en détail dans cette vidéo, il semble que nos ancêtres ne se souciaient pas trop du confort. Voici l'oreiller original dans toute sa splendeur, n'est-il pas magnifique? Ces morceaux de béton délabrés n'avaient à l'origine pas grand-chose à voir avec la douceur. D'un point de vue pratique, elles servaient à surélever la tête afin d'empêcher les insectes de s'introduire dans les oreilles, le nez et la bouche. Les plus anciennes remontent à 7000 avant Jésus-Christ, au début de la Mésopotamie, et seuls les riches avaient le privilège de reposer leur tête sur cette pierre luxueuse. Les paysans devaient être tellement jaloux. Les Égyptiens ont adopté la même idée, sauf que leur oreiller était principalement fabriqué à partir de matériaux tels que le bois et l'ivoire. Des images de Dieu étaient également sculptées dans les oreillers afin d'éloigner les mauvais esprits, car tout le monde sait que les démons infernaux ne font pas le poids face à un bon soutien cervical. Finalement, les Grecs et les Romains ont compris l'intérêt de ces objets et ont rembourré des tissus avec des matériaux tels que le coton, les roseaux et la paille, créant ainsi ce que nous, modernes, considérons comme un oreiller. Cependant, en raison de la nature de ces matériaux, aucun n'a résisté à l'épreuve du temps. Même si des œuvres d'art et des sculptures représentent les tissus d'ameublement sur lesquels ils se reposaient, ce n'est qu'au XIXe siècle, à l'époque victorienne, que les oreillers sont devenus courants dans tous les foyers. Grâce à la révolution industrielle, les oreillers pouvaient désormais être fabriqués en masse à partir de coton confortable, puis de polyester au cours du XXe siècle, ce qui les rendait plus abordables que jamais, à tel point qu'ils pouvaient désormais être utilisés non seulement de manière pratique, mais aussi décorative, donnant ainsi naissance au désir moderne d'utiliser de nombreux coussins décoratifs. Une période remarquable. Nous vivons actuellement à une époque où la plupart de nos maux et douleurs peuvent être soulagés par une simple visite à la pharmacie. Et comme les statistiques indiquent que 65 millions d'Américains se plaignent notamment de maux de dos, il est tout aussi bien que nous disposions d'une véritable variété de lotions et de remèdes pour soulager nos dos endoloris. Des produits tels que Icy Hot peuvent temporairement soulager les douleurs en procurant une sensation de fraîcheur puis de chaleur à la peau, ce qui détourne l'attention de la douleur. Mais que faisaient les gens pour soulager leurs maux de dos et leurs articulations douloureuses avant l'apparition de telles innovations? Je ne suis pas certain que vous souhaitiez vraiment connaître la réponse à cette question. Comme beaucoup de grandes histoires, celle-ci commence par des frasques d'ivrogne. Dans les années 1890, un groupe d'Australiens originaires de la ville baleinière d'Eden s'amusait en buvant sur la plage lorsqu'ils sont tombés sur une baleine morte échouée sur le rivage. Pour des raisons qui restent inconnues, l'un d'entre eux a décidé de plonger volontairement dans un trou pourri de la baleine et n'en est pas ressorti avant un certain temps. Lorsqu'il a finalement refait surface, il a déclaré, dans un revirement de situation pour le moins étrange, que son séjour dans la baleine en décomposition avait fait des miracles qu'il avait guéri de son arthrite. Peu de temps après, des personnes souffrant de douleurs et d'infirmités ont afflué partout dans la ville d'Eden pour réclamer leur dose de baleines mortes. Les baleines ont alors commencé à être chassées spécifiquement à cette fin et on leur faisait des trous dans lesquels les patients étaient plongés. Plus ils restaient longtemps à l'intérieur, mieux c'était. Certains pouvant rôtir dans la carcasse malodorante pendant jusqu'à 30 heures. Et tout ça à cause des délires d'un mec bourré? Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, cette pratique tout à fait bizarre pourrait avoir certains mérites. Pensez-y de cette façon. Si l'Icy Hot ou un bain chaud soulage les douleurs, c'est en partie grâce à la chaleur. La chaleur favorise la circulation sanguine, ce qui détend les muscles et leur apporte de l'oxygène et des nutriments qui peuvent aider à la guérison. En fait, une étude réalisée en 2018 a montré que la pratique régulière du sauna sec peut être très bénéfique pour les personnes souffrant de maladies rhumatismales, telles que l'arthrite. Donc, de manière réaliste, la chaleur générée à l'intérieur de la baleine en décomposition bien isolée, qui entourait le corps des participants, a probablement eu un effet similaire. Elle a détendu les muscles tendus et favorisé les processus naturels de soulagement et de guérison du corps. Mais est-ce que je le recommanderais? Absolument pas. Et je suis certain que les baleines du monde entier seraient d'accord. Restons-en à l'Icy Hot et à un bon bain chaud. Énergie extra forte. Que vous recherchiez un petit coup de pouce rapide ou que vous appréciez tout simplement la sensation d'un estomac qui gargouille, les boissons énergétiques sont là pour vous.
Certes, leur forte teneur en caféine peut augmenter la vigilance, mais consommer plus que les 400 mg de caféine recommandés peut entraîner des effets secondaires assez désagréables, notamment des battements cardiaques irréguliers, des convulsions et dans certains rares cas, le décès. Cependant, cela reste modéré si l'on considère que la boisson énergisante originale garantissait pratiquement la mort. L'idée d'une boisson énergisante existe depuis des millénaires, si l'on considère que les conducteurs de chars romains broyaient apparemment des excréments de chèvre et les faisaient bouillir avec du vinaigre pour obtenir un délicieux regain d'énergie. Que cela fonctionne réellement ou non, je vous laisse le soin de l'expérimenter pour le découvrir. Cependant, les véritables débuts du post-juice remontent à 1918, lorsque l'inventeur et vendeur américain William Bailey a créé une concoction appelée Raditor. Non seulement sa formule miracle pouvait booster votre énergie, mais elle pouvait également soigner de nombreux maux, y compris l'impuissance. Mais quelle était cette formule miracle? Eh bien, pour faire simple, il s'agissait de radium dissous dans de l'eau. Vous connaissez le radium, cet élément radioactif qui provoque l'anémie, la cataracte et le cancer et qui détériore lentement les os humains après une longue exposition? Cet élément chimique est toutefois présent dans l'état naturel sur Terre, et une exposition légère n'est pas vraiment mortelle. Cependant, en boire des bouteilles entières l'est. Mais cela n'a pas arrêté Bailey, qui, ignorant les effets à long terme, croyait ironiquement que le pouvoir des particules alpha du radium aiderait les personnes souffrant d'anémie, de cancer, de dépression et de nombreuses autres maladies. Et il se trompait lourdement. En 1927, Eben Bayer s'est blessé au bras et le médecin lui a recommandé le Raditor. Il est rapidement devenu dépendant et en buvait jusqu'à 2 bouteilles par jour, convaincu que cela lui donnait une sensation de tonus. En 1930, il mit fin à 3 années d'abus, mais après avoir consommé environ 1400 bouteilles, le mal était fait. Le radium lui avait causé un cancer des os, qui avait entraîné une lente détérioration de ses dents et de ses os, à tel point qu'il perdit la moitié de sa mâchoire et développa des trous dans le crâne. En 1932, à l'âge de 51 ans, cette habitude de consommer du Raditor a causé la perte d'Eben Bayers, tout comme celle d'innombrables autres personnes qui ont adhéré à cette pseudo-science mortelle. Tout bien considéré, je suppose que les niveaux élevés de caféine, de sucre et de taurine dans les boissons énergisantes modernes ne sont pas si mauvais, non? Personnellement, je ne consomme pas de boissons énergisantes. Je tire toute mon énergie du fait de vous divertir. Alors pourquoi ne pas me donner un coup de pouce dont j'ai besoin en vous rendant dans la section commentaires pour me dire si vous appréciez cette vidéo? Un petit like et un abonnement n'ont jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas? Ok, revenons-en à nos moutons. Perruque pour sourcils. Les styles évoluent constamment, mais étonnamment, la quête de beauté chez les humains est moins liée à la vanité qu'à l'évolution. Nous avons évolué pour rechercher un partenaire potentiel et trouver des moyens de maximiser nos chances. Afin de montrer notre santé et notre fertilité, nous utilisions des cosmétiques depuis environ 6000 ans, depuis l'Égypte antique. Et comme beaucoup de femmes aujourd'hui, nos amis égyptiens de l'Antiquité étaient très attachés à leurs sourcils, littéralement. Les hommes et les femmes allongeaient leurs sourcils avec du carbone et de l'oxyde noir en hommage au dieu Horus. Mais au fil des millénaires, les sourcils sont devenus un simple accessoire de mode. Et avec l'invention du crayon à sourcils dans les années 1920, les gens sont devenus encore plus créatifs. Cependant, il n'a pas toujours été aussi facile d'obtenir de beaux sourcils au cours des périodes les plus industrialisées de l'histoire. À une certaine époque, il fallait chasser son maquillage. Au XVIIIe siècle, les citoyens de la Grande-Bretagne géorgienne croyaient que plus les sourcils étaient fournis, plus la jeune fille était belle. Et ils ont donc mis au point une méthode infaillible pour garantir des sourcils épais à chaque fois. C'était très simple. Il suffisait d'attraper une souris, de la dépouiller, de découper des formes de sourcils dans sa peau et de les coller sur ses propres sourcils. Et voilà, on était alors prêt à séduire. En fait, l'écrivain irlandais Jonathan Swift a écrit dans un ode en 1731 « Ces sourcils faits de peau de souris, collés avec art de chaque côté ». Ouais, désolé, c'était tellement beau. Quoi qu'il en soit, celles qui se souciaient moins de la densité de leurs sourcils pouvaient simplement brûler l'extrémité d'un clou de girofle, ce qui donnait un excellent crayon à sourcils. De plus, cela évitait d'avoir à se promener avec une souris morte sur le visage. Le monstre vert. Une maison n'est pas un foyer sans identité propre. En effet, les archéologues pensent que même les hommes des cavernes, il y a 5000 ans, peignaient l'intérieur de leurs grottes pour égayer, en utilisant des minéraux et des roches broyées, mélangées à de la salive ou de la graisse animale. Le papier peint, quant à lui, remonte à 200 avant Jésus-Christ, lorsque les anciens Chinois collaient du papier de riz sur leurs murs. Cependant, personne ne pouvait imaginer qu'un élément de décoration intérieure aussi innocent puisse devenir un danger aussi mortel. Grâce à l'évolution industrielle, le public de l'Angleterre victorienne a pu adopter l'idée de foyer, et les maisons se sont transformées en véritables trésors remplis de bibelots et de décorations élaborées. Cependant, caché parmi tout ce désordre, un monstre vert mortel se tapissait. Son nom, le ver de Scheele. En 1775, le chimiste suédois Carl Scheele créa un pigment vert vif qu'il baptisa de son nom.
Cette teinte verte finit par traverser l'Atlantique pour atteindre l'Angleterre victorienne où elle fut utilisée dans des fabrications de papier peint, notamment par le célèbre designer textile William Morris. Seulement, le ver de Chine contenait un ingrédient secret, l'arsenic. Il est aujourd'hui communément admis que l'arsenic est un des éléments les plus toxiques issus du monde naturel. Et même si j'aimerais dire que les Victoriens l'ignoraient, ils en avaient en quelque sorte conscience. Ils pensaient que tant que personne ne mangeait le papier peint, tout irait bien, n'est-ce pas? Eh ben, ils se trompaient lourdement. En réalité, l'humidité et le contact libéraient des vapeurs mortelles de papier peint, ce qui signifiait que les toxines étaient inhalées ou absorbées par la peau. À court terme, l'empoisonnement à l'arsenic peut entraîner des vomissements, des douleurs abdominales et des diarrhées. Mais une exposition prolongée, par exemple en recouvrant toute sa maison de ce papier peint, pouvait entraîner des conséquences telles que des taches sombres sur la peau, des maladies cardiaques et divers cancers. Il ne fallait donc pas longtemps avant que de nombreuses dames et messieurs décèdent d'un empoisonnement à l'arsenic. Tout cela à cause de la décoration de leur maison. Cela a véritablement fait du ver de Chine une couleur pour laquelle on pouvait mourir. Mais malgré tous ces décès, les grands fabricants de textiles ont continué à l'utiliser jusqu'en 1880 environ. Heureusement, les pigments verts modernes sont généralement fabriqués à partir d'ingrédients non toxiques, tels que la malachite, l'oxyde de cobalt et l'oxyde de zinc. Ce qui signifie que le papier peint est vraiment plus vert de nos jours et moins susceptible d'être fatal. Les prothèses dentaires des défunts. Il est bien connu qu'un sourire éclatant peut augmenter l'attrait d'une personne. En effet, certains comparent même nos dents à la queue d'un paon. Un signe de beauté et de qualité génétique utilisé pour attirer l'attention d'un partenaire potentiel. Et si la dentisterie moderne permet aujourd'hui de remplacer facilement une dent manquante, autrefois les gens étaient prêts à tout pour en obtenir une. En raison de la popularité croissante du sucre au XVIIIe siècle, les Européens et les Américains fortunés ont commencé à consommer davantage de sucreries. Cette nouvelle consommation excessive de sucre a eu des conséquences néfastes, car les cas de caries dentaires ont rapidement augmenté. Les prothèses dentaires en ivoire semblaient être la solution, sauf qu'elles finissaient elles aussi par pourrir. En fait, il existe un mythe courant selon lequel George Washington portait des prothèses dentaires en bois, ce qui était également une pratique courante. Mais la vérité est probablement qu'il avait en réalité des prothèses dentaires en ivoire qui étaient tellement tachées qu'elles ressemblaient à du bois. Ainsi, en l'absence de substitut approprié, les gens se sont demandé quoi de mieux pour remplacer les dents que de vraies dents. Cette mentalité s'est manifestée après la mort de 50 000 jeunes hommes en bonne santé lors de batailles à Waterloo en 1815 aux Pays-Bas et en Belgique, laissant derrière eux des dents blanches prêtes à être récupérées. Ainsi, munis de pinces, les gens auraient parcouru les champs de bataille, arrachant les dents pour les couler dans des moules en ivoire. Malheureusement, l'ivoire finissait toujours par pourrir. De plus, ces prothèses dentaires étaient coûteuses. Leur fabrication pouvait prendre jusqu'à 6 semaines et elles étaient conçues pour être universelles. Et il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'une taille unique ne convient pas à tout le monde, ce qui signifie que la plupart des prothèses dentaires étaient extrêmement inconfortables à porter. Plus tard, dans les années 1840, un type de caoutchouc appelé vulcanite a commencé à être utilisé. Ce matériau rendait les prothèses dentaires beaucoup plus faciles à utiliser pour manger, plus confortables et beaucoup plus durables, ce qui signifie qu'elles pouvaient durer toute une vie. Cependant, malgré le confort physique, il restait la réalité dérangeante que les gens mâchaient souvent avec des dents de personnes décédées au hasard. Heureusement, les prothèses dentaires modernes sont fabriquées en acrylique et en porcelaine, qui sont de très bonnes imitations de dents. Le plus important étant que vous n'avez pas à vous inquiéter que l'ancien propriétaire de dents revienne hanter vos prothèses dentaires. Brosse résistante. De nos jours, nous pouvons contrer certains des effets néfastes de notre alimentation excessivement riche en sucre grâce à des dentifrices et des brosses à dents de haute qualité. Mais à qui devons-nous le plaisir de bénéficier de ce cadeau pour notre hygiène dentaire, qu'est la simple brosse à dents? En réalité, la première forme de brosse à dents remonte à 3500 avant Jésus-Christ dans l'ancienne ville de Babylone. Les Babyloniens utilisaient ce que l'on appelait un bâton à mâcher, une brindille généralement issue d'un arbre aromatique effilochée à une extrémité et utilisée pour se brosser les dents. Cependant, il semble que la première brosse à dents moderne ait été, comme beaucoup de ses équivalents actuels, fabriquée en Chine. Créée sous la dynastie chinoise des Tang, entre 618 et 907 après Jésus-Christ, cette brosse ressemblait fondamentalement à une brosse à dents moderne, à l'exception du manche qui était en os ou en bambou, et les poils qui étaient en poils de sanglier. Les Chinois avaient également mis au point leur propre dentifrice embrassant le champignon Poria pour obtenir une pâte abrasive. En 1770, l'anglais William Addis a été emprisonné pour avoir incité une émeute à Londres. Vous vous demandez certainement quel est le rapport avec les brosses à dents? Eh bien, pendant son incarcération, Addis en a eu assez de devoir se nettoyer les dents avec un chiffon et du charbon. Il a donc fabriqué sa propre brosse à dents à partir d'un os provenant de ses repas et de poils de sanglier qu'il a réussi à obtenir auprès d'un des gardiens. Après sa libération en 1780, William a fondé la société Addis où il a développé son idée de brosse à dents et vendu une version avec des poils en crin de cheval,
qui a connu un énorme succès. Beaucoup plus tard, dans les années 1930, le nylon a été inventé, qui s'est avéré être une alternative beaucoup plus appropriée et, soyons honnêtes, plus hygiénique que les poils de porc et de cheval. Avec l'ajout d'un manche en plastique et parfois de quelques composantes électroniques étanches, les poils en nylon sont encore utilisés aujourd'hui. Cependant, si vous souhaitez vivre une expérience véritablement vintage, il vous suffit de remplacer votre brosse à dents en plastique par un manche à balai. Brûlé, mesdames. L'un des produits les plus essentiels pour notre bien-être est la crème solaire. Si le soleil est une excellente source de vitamine D, bénéfique pour les os, les dents et les muscles, ces rayons ultraviolets nocifs peuvent non seulement provoquer des coups de soleil, mais aussi des cancers de la peau. La crème solaire permet d'éviter cela en créant une barrière protectrice sur la peau qui bloque et réfléchit les rayons UV. Bien qu'elle soit aujourd'hui un produit de première nécessité, la crème solaire a été officiellement inventée en 1946. Avant cela, les gens avaient des idées assez intéressantes pour protéger leur peau du soleil. L'Égypte est un pays assez chaud, il n'est donc pas surprenant que, comme pour la plupart des choses, les anciens Égyptiens aient trouvé une solution pour lutter contre les dommages causés par le soleil. Ils enduisaient leur peau d'extraits de son de riz, de jasmin et de lupin, qui sont en fait des ingrédients efficaces encore utilisés aujourd'hui dans les crèmes solaires modernes. Malgré le génie de nos ancêtres égyptiens, une idée moins judicieuse pour se protéger du soleil a vu le jour dans les années 1920. Non, il ne s'agit pas de la première greffe du visage, il s'agit d'un masque de natation conçu pour protéger toute la tête des dommages causés par le soleil. Cependant, si vous me demandez mon avis, cela ressemble davantage à quelqu'un qui avait besoin de cambrioler une banque à 15h, mais qui avait une fête au bord de la piscine à 16h. Tête d'œuf. L'hygiène capillaire est un choix purement personnel. Il n'y a pratiquement aucune raison médicale d'utiliser un shampoing ou un après-shampoing. Cependant, grâce à la capacité du shampoing à éliminer efficacement la saleté, les débris, les odeurs et le sébum, nous sommes nombreux à nous laver les cheveux au moins tous les 2 ou 3 jours. Cependant, les shampoings modernes n'existant que depuis environ 90 ans, les gens utilisaient auparavant des méthodes assez inconfortables pour garder une chevelure impeccable. Au Moyen-Âge, se laver tous les jours était considéré comme quelque peu inhabituel. En fait, certains considéraient même que c'était malsain. Néanmoins, lorsque les gens se lavaient, les femmes continuaient à prendre soin de leurs cheveux en utilisant des préparations étranges. Le vinaigre était un ingrédient populaire. Bien qu'il ne sente pas bon, il a depuis été scientifiquement prouvé qu'il renforçait les cheveux en leur donnant de la brillance. À la Renaissance, les Italiennes utilisaient du savon à la lessive pour se laver les cheveux. Mais curieusement, elles les conditionnaient ensuite avec de la graisse de bacon pour leur donner un éclat brillant. Elles ressemblaient donc probablement davantage à Dani Zuko qu'à une belle demoiselle. Au XIXe siècle aux États-Unis, une autre approche unique en soins capillaires a vu le jour. Godney's Ladies Book, un magazine féminin américain, recommandait en effet aux femmes de casser un œuf sur leur tête au moins une fois par mois. Elles étalaient le contenu gluant sur leur cuir chevelu puis le rinçaient simplement à l'eau. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas complètement absurde. Il semble que leur approche à base d'œufs n'était pas si farfelue après tout. Les œufs regorgent de nutriments, notamment des vitamines B, A et D, qui sont tous extrêmement bénéfiques pour les cheveux. Ainsi, nourrir vos follicules avec les bienfaits des œufs peut réellement favoriser les cheveux plus forts et moins sujets aux dommages. Je sais pas pour vous, mais toute cette discussion sur les œufs et le bacon me donne faim. De nos jours, les shampoings contiennent plus de produits chimiques industriels que d'ingrédients utilisés dans les petits-déj. Et ils sont généralement composés de substances telles que le lauryl sulfate de sodium et le cocamidopropylbétaïne. Et honnêtement, ces nouveaux ingrédients peuvent vous apporter volume et brillance, mais ils ne constituent pas un bon sandwich. Bain de bouche maison. Une recherche rapide sur Google pourrait vous amener à croire que le bain de bouche a été créé en 1879 par Dr Joseph Lawrence. Cependant, la vérité est que ce produit existe depuis des milliers d'années sous différentes formes et que son origine est bien plus troublante. En effet, les anciens Romains affirmaient que nous avons tous notre propre source de bain de bouche. Il convient de reconnaître que les Romains sont à l'origine de certaines des plus grandes innovations. Je parlais de la plomberie moderne, des aqueducs, des chiffres romains, tout ça est remarquable. Cependant, toutes leurs idées n'étaient pas aussi intemporelles. Pour illustrer ce point, examinons votre armoire à produits d'entretien. Si vous jetez un œil aux ingrédients contenus dans vos produits d'entretien, vous remarquerez probablement un point commun, l'ammoniac. Et il est capable de neutraliser la saleté et la graisse qui sont légèrement acides, ce qui en fait un composant efficace pour éliminer les taches. Savez-vous ce que contient également l'ammoniac? L'urine. Et avant l'apparition des désinfectants et des détergents, les Romains tiraient pleinement parti de ce liquide jaune, à tel point qu'ils plaçaient même des jarres dans les rues afin que les gens puissent y venir en toute discrétion. Ces récipients étaient ensuite transportés à la foulognica, c'est-à-dire la blanchisserie, et versés sur les vêtements sales, où un travailleur malchanceux pataugeait dans l'urine collective de la ville pour nettoyer les vêtements. Mais quel est le rapport avec le bain de bouche? Eh bien,
Comme si le fait que leurs vêtements soient imprégnés d'urine ne suffisait pas, et ils ont pensé que l'urine pourrait également être un moyen efficace de blanchir leurs dents. Les Romains buvaient donc régulièrement de l'urine en la faisant passer entre leurs joues. Quant à savoir si cela peut remplacer la listérine, c'est possible, dans une certaine mesure. L'ammoniac est un agent blanchissant efficace, et comme l'urine en contient beaucoup, elle pourrait avoir un effet blanchissant à long terme. Mais à quel prix? À une haleine d'urine? Ouais. De nos jours, les bains de bouche ne contiennent heureusement aucun fluide corporel, ni aucune des bactéries nocives présentes dans l'urine, seulement du menthol, de l'eucalyptol, du thymol et mon ingrédient préféré, l'alcool. Néanmoins, la même règle s'applique aujourd'hui comme à l'époque où les Romains buvaient de l'urine, ne pas avaler son bain de bouche. Chaussettes dépareillées. Les chaussettes. Elles peuvent sembler assez insignifiantes, mais en réalité, elles protègent non seulement vos pieds des ampoules, mais offrent également un environnement idéal à vos pieds en aidant à réguler la température et l'humidité. De plus, des recherches suggèrent qu'elles sont potentiellement les plus anciennes formes de vêtements humains, car on pense qu'elles existaient déjà à l'âge de pierre, bien avant les jupes courtes et les t-shirts. Cependant, à l'époque, les chaussettes étaient très différentes des modèles en nylon extensible que nous portons aujourd'hui. Bien qu'il ne reste aujourd'hui aucune chaussette datant de l'âge de pierre, les fragments de tissu et les interprétations des archéologues des peintures rupestres suggèrent que ces peuples anciens portaient probablement des peaux d'animaux enroulées autour de leurs pieds pour les protéger des surfaces rugueuses. En 2010, des chercheurs ont trouvé des preuves plus solides de ce que l'on pense être la plus ancienne chaussure connue. Découverte dans une grotte arménienne, cette chaussure vieille de 5500 ans correspond à une pointure américaine 7 et est fabriquée à partir d'une seule pièce de cuir de vache, lacée avec un cordon en cuir. Étant donné l'absence de semelle, elle ressemble plutôt à une chaussette. Mais si nous avançons rapidement jusqu'à l'époque de l'Égypte antique, nous pouvons voir le premier véritable prototype de la chaussette moderne, tel que recréé dans cette paire, trouvé au Victoria and Albert Museum de Londres. Les chaussettes semblaient très populaires dans l'Égypte antique et étaient portées par tous âges, dans une grande variété de couleurs et de motifs, comme vous pouvez le voir avec cette reproduction de chaussettes pour enfants, dont le design est basé sur les restes de tissu de l'époque. Vous remarquerez peut-être qu'elle présente une étrange fente au milieu. Cela s'explique par le fait que les pieds des Égyptiens n'avaient pas encore évolué depuis leur ancêtre dinosaure. Non, je plaisante bien sûr. La véritable raison de cette fente est en réalité bien pire. Les Égyptiens portaient des chaussettes avec des sandales, que quelqu'un appelle la police des mœurs du temps. Je suis désolé, anciens Égyptiens, mais lorsque le prix du confort est aussi élevé, il faut se demander si cela en vaut vraiment la peine. Sur cette note, nous arrivons à la fin de ce voyage confortable à travers l'histoire. Selon vous, quel produit à l'origine la plus étrange et la plus inconfortable? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.